parce que... Allez-y, j'ai fini. Ouais, ouais, on va rebondir là-dessus parce que vous avez vu un peu l'ébauche des questions hier. Voilà, donc après le privé et le public, on va rebondir justement sur ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que réellement, est-ce qu'on a les vrais chiffres de l'informel dans nos pays respectifs? Parce que, excusez-moi, j'ai fait un reportage il y a juste 5 ans en Côte d'Ivoire. Il y a des coins, des villages encore reculés où les gens n'avaient pas d'extrait de naissance. Oui, 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 il y a 5 ans seulement. C'est en 2000, oui, c'est en 2016. Bon, ça va faire 6 ans maintenant. Les gens n'avaient pas. Donc, est-ce qu'on a les vrais chiffres déjà de l'informel dans nos États? Je peux répondre à ça. Hein. Oui, bien sûr. Il se trouve que, comme vous l'avez dit, déjà pour les entreprises, en Côte d'Ivoire, 9 entreprises sur 10 sont dans l'informel. Et donc, je veux dire que, c'est un chiffre éloquent, hein? voilà, je veux dire que si c'est pour, enfin, pourquoi? Parce que, enfin, je dis, à défaut de dire 10 sur 10, donc voilà que, donc je veux dire qu'en tout cas, en termes d'ordre de grandeur, on a des statistiques assez claires. Il y a beaucoup d'entreprises dans l'informel. Mais comme je l'ai dit, l'approche doit être intégrée. Toutes les parties prenantes doivent contribuer. Par exemple, nous, ici, en tant que structure patronale, on n'est pas habilité à manipuler le bâton. Donc, nous, par exemple, les mesures que nous mettons en place, c'est des mesures de facilitation. Par exemple, on a développé un centre d'appui de développement des entreprises au sein de notre patronat. Et dans ce centre, nous formons à la formalisation des entreprises. Mais ce sur quoi nous mettons l'accent, c'est comment rendre l'entreprise plus productive. Par exemple, Mme Tati disait, il faut que l'entreprise sache faire sa comptabilité. Parce que être dans l'informel, c'est différent d'être, comme elle avait souligné à un moment donné aussi, c'est différent d'être dans ce qui est illicite. Non, l'entreprise est dans l'informel. On lui explique que lorsque vous êtes dans l'informel, par exemple, il y a comment on dit quoi, des avantages fiscaux. Par exemple, lorsque vous faites des importations, des choses comme ça, que vous perdez parce que vous n'êtes pas formel. Donc, ça, par exemple, lorsque une entreprise a suffisamment de productivité et qu'elle voit que ça, c'est un levier et que c'est clair, ça l'incite à aller dans la formalisation. Ça, c'est par exemple, nous, dans notre position du secteur privé, des choses que nous faisons. Ce n'est pas nous qui allons venir poursuivre nos entreprises sœurs, ainsi de suite. Mais à la fin, tout ça va déboucher sur du travail décent. Donc, on va quitter le travail informel dont vous avez parlé, etc. Tout ça. Et nos États vont finalement gagner. Donc, voilà le discours que nous tenons. Mais c'est une approche, comme je le dis, intégrée. Et là, je fais un clin d'œil à Mme Dassy. Vous dites, on défend, parce que c'est nous qui défendons, nous sommes les entreprises. Mais c'est une approche intégrée. Voilà, pour que tous les acteurs, chacun à son niveau, puissent contribuer à ce qu'on puisse y arriver. Mais je ne vais pas me poser la parole. Voilà. D'accord. Monsieur Angama, c'est votre avis aussi? Monsieur Angama. Justement, concernant le contexte, justement, je suis simplement d'avis que c'est vraiment difficile, quoi. C'est difficile parce que c'est un problème que nous avons partout, mais qui prône plus aussi en Afrique. Parce que déjà, il faudrait qu'on soit à même d'identifier déjà les personnes. Voilà. Parce que si on peut identifier les personnes, ça veut dire, ça donne aussi une certaine force à l'État de pouvoir frapper. Oui, même déjà d'avoir des chiffres fiables. Voilà, d'avoir des chiffres, parce qu'il faut savoir que c'est vrai, même ici en Europe, il y a des gens qui opèrent dans l'informel, hein,
Ben, Mais bien sauf sûr, que, bien sûr, mais sauf que bien sûr. dès qu'ils sont attrapés, l'État frappe. L'État frappe pourquoi? Parce que l'État sait où est-ce qu'ils vivent. L'État sait comment retrouver ces personnes. Donc, pour moi, c'est pour cela que je dirais, c'est clair que on ne va pas faire vraiment ce copier-coller parce que tout ça aussi, ça nécessite une stratégie, ça nécessite un temps, ce n'est pas du jour au lendemain. Et Ouais. il faudrait vraiment que tout le monde met la main dans la pâte. Parce que c'est là que j'ai lu tout à l'heure un des commentaires qui avait un des représentants de la Chambre de commerce. Justement, c'est tous ces acteurs-là qui, ensemble, que ce soit le ministère des Finances, le ministère du Développement, le ministère des PME et aussi le groupement des patronats des entreprises déjà sur place, quoi, qui doivent se mettre ensemble et mettre un plan stratégique peut-être pour 10, 15, voire même 20 ans. Parce que ce que les Pourquoi autres... pas 50 ans? Ouais, pourquoi pas 50 ans, justement, dans le long terme? Parce que Ben c'est voilà, pour on cela que parle. j'ai apprécié aussi l'intervention de Mme Dassy, parce que c'est vrai, on peut avoir les problèmes de logement, mais s'il vous plaît, même les autres pays, ils ont fait face à ça. Bien sûr. Parce que je vais prendre l'exemple. Si on regarde l'Afrique actuellement, l'Afrique se développe pourquoi? L'Afrique se développe parce que actuellement, avant, on avait tous des bungalows, mais maintenant, on a des buildings. Ouais. Et avec un building, combien de personnes peuvent y habiter? Alors, par rapport à l'espace qu'un bungalow peut-être pouvait prendre une famille de, je ne sais pas combien, 7 personnes, alors qu'un immeuble prend au moins 50 Ouais. personnes. Ouais, bien sûr. Donc, c'est tout un processus et c'est vrai que ça doit être un partenariat entre l'État et aussi le privé. Et n'oublions pas que l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. C'est nous. Parce Ouais, que bien sûr. demain, ce sont les mêmes, c'est nous-mêmes qu'on va peut-être nommer comme ministre et il faudrait juste que ce plan ou alors cette vision qui a été mise ensemble par les différents protagonistes soit simplement réalisée. Donc, voilà ma position pour ça, quoi. C'est clair. Monsieur Souleymane Diaby, j'espère que ça va mieux maintenant, votre connexion. Vous êtes là? Monsieur Diaby? Non? Bon. Ben, écoutez, on va retourner chez Madame Tati, hein, qui va nous donner son point de vue sur cet aspect-là de Oui, l'identification déjà, parce que nos chiffres sont parfois erronés. Je ne sais pas si ça existe chez vous au Congo, hein, mais moi, j'ai fait un reportage il y a 5 ans en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui n'avaient pas d'état civil dans certains patelins. Donc, déjà, il oui, faut qu'on essaie de... Nos chiffres doivent être cohérents déjà, parce que si on ne réussit pas à chiffrer les choses, on ne peut pas trouver des solutions. C'est quand même cartésien de ce côté-là. oui. En l'état actuel, on ne peut pas quantifier, Voilà. mais une décision suffit pour n'importe quel pays d'Afrique. Une seule décision suffit pour quantifier. Parce que, je l'ai dit un peu, il faut savoir, je vais d'abord m'attarder sur la difficulté. Nous devons avoir en esprit que dans l'informel, il y a deux choses. Il y a l'unité, donc l'entreprise, celui qui a une entreprise ou une structure ou bien peu importe quelle. Et il y a celui qui a une activité qu'on ne voit pas. Mais oui, bien sûr. ce n'est pas parce qu'il veut être dans l'informel. Les salariés des entreprises, ils ont des activités. Je vais donner un exemple. Hein. Je pense qu'en France, même peut-être dans certains pays d'Afrique, le docteur, les spécialistes, je ne sais pas si c'est même les généralistes aussi, ils ont des heures au sein de l'hôpital, oui, de consultes à titre privé. Donc, ça veut dire que j'ai donné cet exemple pour ne pas qu'on balaye. Il y a beaucoup, et c'est une très grande activité du personnel, qu'il soit dans des entreprises privées ou dans la fonction publique, qui réalisent des activités et qui engrangent beaucoup de sous. Ils engrangent même plus que les petites, nos mamans qui vendent à l'étalage. Donc, chaque fois qu'il faut parler
de l'informel, il faut toujours lier ces deux notions. Maintenant, pourquoi je vais dire que une volonté suffit? Sauf dans le recensement général de la population, il y a la partie volet économique. Il y a plusieurs, comment dirais-je, plusieurs volets. Alors, dans le volet économique, où on arrive devant chaque ménage, on demande, vous êtes combien dans la maison? Qui fait quoi? Ainsi de suite. Et là, ils arrivent à identifier, à dégager ceux qui sont, on les appelle en statistique les opérateurs indépendants. Voilà. Donc, si les statistiques, le recensement de la population est fait régulièrement et recenser une population, ça veut dire qu'on devait recenser, ça, c'est une volonté, ce n'est pas un blocage. Maintenant, quand on reste, la difficulté dans le recensement, c'est si on reste dans l'immatriculation des entreprises, et là, effectivement, comme ils ne sont pas immatriculés, et puis, si on dit qu'on arrive à les recenser, ils sont de l'informel, parce que la personne qui est de l'informel, c'est la personne qui n'est pas connue dans les structures d'État. Donc, le débat ne doit pas trop se focaliser sur l'absence de données, parce que c'est ça le problème. C'est pour cela que nous cherchons à faire migrer vers le formel. Ça, c'est une réalité factuelle, mais par des procédures alternatives où si on veut avoir une idée. Vous pensez qu'il faut trouver des solutions? Oui, il faut trouver des solutions. Voilà. Il faut trouver des solutions au lieu de s'attarder sur Madame Dassy. Oui. Donc, j'étais justement en train de tracer ça devant moi. Le problème, il faut apporter des solutions. Nos problèmes en Afrique, on les connaît. Franchement, il n'y a rien que nous ne sachions pas. Même la statistique, Madame a dit, si l'on veut savoir combien de personnes sont quoi, croyez-moi, on le saura tout de suite. On le saura tout de suite. Mais il y a quelque chose qui me revient toujours à l'esprit, c'est d'accord? Allô, vous m'écoutez? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Il y a quelque chose qui me revient toujours à l'esprit, c'est vrai qu'on doit y aller de façon intégrée. Il y aller de façon intégrée, un, on doit garder ça à l'esprit. En deux, il y a des prérequis qu'il faut mettre sur pied avant d'entamer la grande campagne de statistiques et conseils pour amener les gens. Pour que les gens puissent, c'est possible en fait, pour que les gens puissent venir librement s'enregistrer par rapport à un tel domaine ou à un tel autre. Parce que moi qui vous parle, par exemple, je suis camerounaise, je suis africaine, pire encore, je suis Bamileke. T'as dit chez nous, pour que l'argent se parte, là, c'est compliqué. On a un problème avec l'argent. Ça doit venir, mais ça ne doit pas partir. Donc, moi, je n'ai pas les agréments pour tout. Parce que vous me dites qu'il faut faire un agrément pour telle chose. Je dis d'accord, moi, je réfléchis brutalement. Je vous assure, j'ai mon entreprise, Growth Service International. Je n'ai pas des agréments pour tout. Je vous le dis froidement. Bien sûr, bien sûr. Mais je suis avec vous. Est-ce que vous pensez que je ne suis pas consciente de ce que je dois faire cela? Je dois le faire. Mais quelle est la probabilité pour que je puisse avoir à utiliser cet agrément-là? Maintenant, quand on commence à dénombrer les personnes qui peuvent travailler dans ce domaine, moi, je ne suis pas comptée. Mais ça ne me dérange pas beaucoup. Ça ne me dérange pas beaucoup parce que je sais que tant que je n'ai pas un point focal en A ou en B, il va être difficile pour moi d'accéder à certaines choses. Pourtant, la branche de la même entreprise qui est à Cape Town, elle a pris ses papiers pour tout parce qu'elle sait que la probabilité pour qu'elle puisse se retrouver en train de faire ABCD, elle est large, les thèmes de référence lorsqu'on a un travail à faire sont clairs, chacun se souscrit et puis il y a tout. C'est pour ça que je vous parle encore d'un problème de confiance, que l'on se retrouve au niveau de la petite couche, la couche la plus basse de la société ou de la plus haute, il n'y a pas de différence. Lorsque vous avez confiance en vos institutions, vous vous soumettez à ce que les institutions vous demandent et vous travaillez calmement. Il faut des prérequis. Les prérequis, c'est quoi? Les prérequis, c'est que cette confiance. Comment cette confiance-là vient? Le peu que vous avez déjà cotisé, vous avez le résultat. Ou alors, vous avez un leader qui vous mobilise, qui vous galvanise et qui vous dit, parce que moi, je suis là, croyez-moi, ça va y aller. Et puis après, lorsque certaines personnes ont souscrit, ils se rendent compte. Il y a une assurance qui fonctionne très bien ici. C'est un hôpital privé qui a organisé cela. Il dit, vous payez 50 000 par an.
pour 10 de vos employés, à chaque fois qu'ils ont un problème de paludisme, ils viennent à l'hôpital, ils sont pris en charge gratuitement. Juste le paludisme? Le paludisme, toutes les maladies tropicales légères, là, Ah, d'accord, dont d'accord, les d'accord. prophylaxies sont connues et claires. S'il y a des femmes qui veulent accoucher, elles viennent, nous, on prend l'accouchement à 50%. C'est ici à l'hôpital Sébec, c'est pas loin de moi. Mais je n'ai pas hésité, mais j'ai vite payé, je ne manque pas de payer. Je suis même heureuse quand je paye parce que déjà, j'ai en moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai le sentiment, j'ai une certaine fierté. Je me dis, ah, Seigneur, merci parce que là, j'ai pu le faire. Enfin, quelqu'un ne va pas mourir de paludisme devant moi. Dès que tu as un truc, ah, bah, cours à l'hôpital, hein, s'il n'y a pas un problème. On m'appelle Madame Dassi, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il y a un extract qui arrive, c'est facile pour l'entreprise de payer et eux-mêmes, ils le font parce qu'ils savent que l'entreprise payera. Donc, mais pourquoi est-ce que c'est compliqué pour nos institutions publiques de faire pareil? Une institution privée a de réussir là-dedans. Mais combien de personnes ont même le palu en une année, en réalité? Sur 10 personnes, j'ai peut-être 2 ou 3. Ça se soigne peut-être avec 10 000 ou je ne sais pas moi combien. Encore qu'ils ont des trucs là-bas. Ils font même des contrôles systématiques aux employés parce qu'ils ont des stocks de médicaments ou tout ça qu'ils reçoivent gratuitement de certaines organisations dans le monde. Donc, moi, je vais encore revenir sur le prérequis. Le prérequis, il y a la confiance. Il y a le fait de pouvoir rendre quelqu'un fier de lui-même, d'être un être humain vivant. Et ces fondamentaux-là partent quand quelqu'un est logé, quand quelqu'un travaille dans un environnement où il est respecté, il y a des choses qui viennent seules. On peut avoir des statistiques. Vous allez voir des parents sortis des villages pour venir dire, moi, je viens m'enregistrer parce que on va envoyer des jeunes qui vont le faire. Madame a raison, Madame Tati a raison. Ça peut se faire et ça peut se faire très bien. Il faut juste le prérequis. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Si je sais, et au Cameroun, on a lancé une campagne de numéro d'identifiant unique avec les comptes bancaires. On n'a pas de numéro d'identifiant unique, on ne leur dit pas que, ben voilà, par rapport à ça, vous allez pouvoir avoir tel avantage. On leur dit non, par rapport à ça, vous allez payer des impôts chaque fois que vous avez l'argent qui passe par votre compte bancaire. Du coup, ils ont dit non, plus de compte bancaire, ils n'en ont pas besoin. Ils ont des comptes Orange Money. Le gouvernement a dit, mais s'ils ont les comptes Orange Money, le mieux, c'est qu'on ait coupé de l'argent plutôt de ce côté. Mais si au bout du chemin, les citoyens se rendent compte qu'en fait, l'argent de ce Orange Money-là, ou tout ce que nous cotisons, ça a permis d'améliorer la qualité de vie de notre pays dans tel ou tel domaine, mais tout le monde sera très content. Oui, bien sûr. C'est sûr, tout le monde sera très content. Personne ne veut avoir une mauvaise qualité de vie. La vie, elle est courte. Tout le monde espère 80 ans. Combien atteignent 50 même? Donc, du coup, il y a la confiance, il y a la confiance, il y a les prérequis qu'il faut établir au niveau des États. Il faut que parmi ces prérequis-là, il y a d'abord la confiance. On ne parle même pas d'une question d'argent. Il y a cela et maintenant, il faut expliquer aux couches capables de comprendre, même à nos jeunes, qu'au lieu de vous prendre un iPhone 5, 6, 7, 8, 13, ils ont des numéros. Moi, je ne sais pas comment ils appellent encore ça. Vous pourriez souscrire à une certaine assurance. Il y a des assurances. Parce que les assureurs aussi ne font pas beaucoup leur travail. Je parle des assureurs privés. Moi, personnellement, ça ne fait pas longtemps que j'ai appris, ça fait peut-être 2 semaines ou 3 que j'ai appris qu'on pouvait aller souscrire à l'assurance sociale sans même appartenir à une entreprise. On peut soi-même en tant qu'un pousseur, mais depuis là, j'ai inscrit pratiquement une trentaine de personnes. Vous n'allez pas me croire. Même là, on est en train de m'envoyer des messages. On filme, on m'envoie, Madame Dassi, voilà le stock de personnes qui ont pu souscrire à l'assurance. Ils vont payer leur cotisation sociale par eux-mêmes, mais il faut même qu'ils soient au courant. Mais dès que je dis au jeune gars qui vend l'huile de palme, il me dit, Madame, c'est vrai, donc je peux payer jusqu'à la vieillesse comme ça, j'ai quand même quelque chose. Je dis, mais bien sûr. Il dit, Madame, ça coûte combien? Et ça coûte même rien. Il me dit, Madame, donc c'est même moins. Je dis, oui, mais chaque mois, tu peux payer. Parce que la CNPS, c'est sûr. Hein? L'État, là, c'est sûr. Ils vont te payer, non? Et non, je vois, c'est sûr. Même mon père le payait, même mon grand-père l'a payé. Il va donc aller cotiser. Donc, vous imaginez une trentaine de personnes en moins d'un mois. Just imagine. Ça veut dire qu'il y a même un travail de communication qui n'est pas fait. Vous êtes d'accord même avec… la prostituée qui est dans la rue est capable d'aller payer pour sa CNPS, payer pour sa cotisation sociale. Mais il faut qu'on communique avec elle. Il faut qu'on la mette en confiance. Et elle pourra le faire. Je vois ce que vous dites. Vous êtes donc d'accord avec Barack Obama qui dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Voilà, donc, non, je suis entièrement d'accord avec vous et je vais retourner au monsieur de l'Allemagne, à monsieur Dambélé, pour lui poser la question suivante.
selon ce que vous venez de dire, Madame Dassy, finalement, il faut choisir entre les différentes assurances. Parce qu'il y a Oui, d'autres qui sont intéressés par l'assurance santé, il y a d'autres qui sont intéressés par l'assurance retraite, et il y a d'autres qui sont intéressés par l'assurance chômage, par exemple. voilà, il y en a qui veulent juste un toit. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des éléments. Lorsqu'on peut manger, dormir, se soigner, c'est très important. Là, on réfléchit bien. On réfléchit, on commence à réfléchir. Parce qu'on a du temps pour réfléchir. Oui, c'est Donc, clair. quelqu'un qui a besoin d'un logement, si vous lui parlez de la santé, il est même déjà dans la rue. Dans les moustiques, c'est son affaire. La situation, c'est son affaire. Mais parlez-lui de logement. Donc, il faut qu'il y ait toute une plage de choses afin que chacun puisse se retrouver. Mais le tout tourne autour de la confiance que l'on a avec les institutions, qu'elles soient privées ou publiques. Il faut de la confiance. Tout ça, c'est important. Monsieur Souleymane Diaby est revenu ou pas encore? Oh, décidément, lui, je pense qu'il a des soucis. Il y a un problème. Monsieur Angama? Oui, justement, ce que je dirais simplement, Oui, monsieur Angama, allez-y. comme je l'ai dit, je le répète encore, il faudrait qu'on sache que le contexte africain, c'est autre chose, quoi. Et Ben, c'est clair. toujours est-il parce que on peut bien vouloir faire des choses, mais on devrait d'abord connaître qu'il y a ce problème d'infrastructure qui se pose parce que on parle d'assurance, ça c'est pour ceux qui sont dans les villes. Tout à l'heure, on parlait de téléphone. En Afrique, tout le monde a un smartphone, mais s'il faut arranger son smartphone, il faut faire combien de kilomètres pour l'arranger? Donc, ça veut dire, même quand on parle d'assurance maladie, par exemple, OK, le prochain hôpital, il est à combien de kilomètres? Donc, c'est pour cela que je dis, pour moi, je ne ferais pas une priorité, par exemple, de mettre une certaine sécurité sociale, par exemple, quand on a des problèmes primaires de santé où il n'y a pas d'infrastructure. Donc, pour vous, la santé viendra en numéro 1? Non, 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 non. Pour Même moi, pas. ce qui viendrait en numéro 1, plutôt, c'est... pour moi, en numéro 1, c'est clair que c'est d'abord le travail. Oui, le travail. C'est le travail. Parce que si quelqu'un, et peu importe si il va entreprendre, créer une société ou alors travailler pour une société, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il aura au moins des moyens, même si c'est qu'il puisse, on le voit en Afrique. Oui, bien sûr. On le voit en Afrique, plusieurs personnes se prennent en charge, mais demander à une personne, par exemple, à un pays européen que non, ici en Europe que non, paye une de tes factures d'hôpital, mais c'est fini. C'est fini, il ne pourra pas. Donc, et je pense que s'il faut même faire du copier-coller, c'est parce que non, eux, ils ont d'abord mis les structures en place avant maintenant de commencer, d'aller aux gens et dire, OK, bon, pour ne pas payer vous-même, voilà comment ça va se passer. Et je crois que c'est quand on aura atteint un certain niveau concernant justement les hôpitaux, les emplois et tout, on pourra dire, OK, bon, voilà le système social qu'on met. On pourra dire, comme vous l'avez introduit aussi, on pourra dire, OK, assurance maladie, assurance chômage et tout et tout. Mais c'est déjà un point attractif. Je dis bien, c'est déjà un point attractif pour tout entrepreneur de dire, OK, je crée mon entreprise et ceux, par exemple, qui travaillent chez nous, je les offre, je les permets justement de souscrire des assurances, quoi. Et c'est tout à fait normal. Et je trouve aussi cette expérience louable que Madame Dassy a partagée avec nous, avec cet hôpital de Sébec. Justement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Aller peut-être voir certains hôpitaux concrets et dire, OK, bon, voilà, j'ai mon entreprise. Parce que c'est ça les affaires. Et peut-être, je voulais aussi, il y a un dernier point que je voulais aussi apporter en ce qui concerne la normalisation ou alors le secteur informel, parce que c'est quelque chose qu'on a vu ou alors c'est un avantage dont les entreprises, par exemple, ont bénéficié en Europe, quoi. Et moi-même qui vous en parle, j'en ai bénéficié parce que quand, par exemple, il y a eu la crise COVID, la majorité des entreprises européennes ont reçu des subventions de l'État. À plus forte raison, même aussi, les multinationales qui sont implantées en Afrique. Bien sûr. Et c'est clair que si tu n'es pas, si tu n'es pas en règle
comment tu voudrais que l'État te vienne te vienne en aide à cette période-là? Vous êtes en Allemagne, vous parlez de ça. Nous, on a eu des petits soucis ici en France parce qu'il y a beaucoup qui essaient de sous-estimer leur chiffre d'affaires pour payer moins d'impôts. Or, pour aider les entreprises, il fallait être à un certain chiffre d'affaires. Donc, ils se sont retrouvés piégés. Ils ne pouvaient pas avoir des subventions parce qu'ils ont tellement gratté pour ne pas payer d'impôts que finalement, ils n'ont pas eu de subventions. Ça aussi, ici, c'est arrivé. Donc, c'est partout. En tout cas, ça, c'est le bon exemple. C'est le bon exemple pour nos PMI en Afrique. Les structures bien installées là, c'est une double comptabilité. C'est même pas une comptabilité, c'est juste une somme de recettes et de dépenses. Il déclare peu, alors que pour pouvoir avoir un prêt bancaire conséquent, c'est-à-dire quand il arrive à soumissionner à un marché et qu'il doit préfinancer, il faut des sommes importantes, alors qu'il a les revenus pour, mais comme il dissimulait les revenus, donc il ne peut pas bénéficier des moyens pour évoluer, pour avancer dans son activité. Mais j'aimerais revenir, le combat, il est double, hein, il n'est pas que dans un seul sens. Le combat, on le mène et au niveau des acteurs et au niveau de l'État aussi. Donc, si on regarde que les représentants de l'État, au niveau de l'État, on ne fait rien. Il n'existe pas des hôpitaux, il n'existe pas. Sinon, on doit pousser, faire, c'est-à-dire au moins les choses comme si elles étaient normales. Parce que, à part l'assurance maladie, il y a la retraite derrière. Oui, bien sûr. À part, il ne faut pas oublier que dans nos hôpitaux, meurent beaucoup de gens parce que les parents n'arrivent pas à acheter une ordonnance. Combien de médecins, ces mêmes infirmières qu'on accuse de tout, dans d'autres circonstances, c'est eux aussi qui aident les patients qui sont dépourvus. Maintenant, celui-là qui a pu faire les 15 km qui est arrivé à l'hôpital, est-ce qu'il fait quoi? Donc, il faut voir les choses dans l'ensemble. Merci. Oui, ben, écoutez, c'est vous que je remercie. Le docteur Mikou va nous donner son point de vue. Lui qui est dans le secteur privé, il va nous dire ce qu'il faut privilégier, s'il faut l'assurance sociale, l'assurance chômage, l'assurance retraite, ou s'il faut faire un pack qu'il faut vendre aux gens. Lui qui est dans le privé, ça fait des idées hein, pour en créer, parce que ce n'est pas les gens dans l'informel qui manquent en Afrique. Merci beaucoup. Donc, voilà, en tout cas, vous m'avez beaucoup aidé tous. L'idée, en fait, c'est d'abord une approche intégrée. Il n'y a pas, enfin, donc, je vais emprunter vos éléments de langage vous-même, impact. Voilà. Voilà. Mais dans le jargon, on parle d'approche intégrée. Voilà. Mais en tout cas, ça rejoint votre idée de PAC. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de policier ou de faire des corrections, mais il se trouve que, par exemple, le collègue, M. Angama, a souvent utilisé l'expression « il faut frapper ». Non, tout n'est pas bâton. Tout n'est pas bâton. Ça ne marche pas dans tous les cas. C'est un Allemand. Ça marche, ok. Mais en tout cas, tout n'est pas bâton. Et Mme Tati a évoqué, donc vous me corrigez si ce n'est pas le cas, mais elle parle par exemple d'une catégorie d'entrepreneurs qui sont dans un état de survivance. Ceux-là, on doit les aider par d'autres approches qui consistent à quelquefois les accompagner à ce que leur structure résiste. Donc, ça ne sera pas par le bâton que ceux-là, par exemple, on va les amener à devenir formels. Madame Dassi a dit quelque chose d'intéressant, mais je pense que ce qui se passe au Cameroun, c'est le statut de l'entrepreneur, parce que c'est une disposition communautaire liée au Cisco ADA, tout ça.
Et comme nous partageons pas mal comment on dit, de loi. dispositions, de lois, voilà. Donc, mais effectivement, elle n'a pas tort. Pour certains, l'information va les amener à devenir formelle. Et comme le dit Madame Tati aussi, et vous-même, c'est un package. Donc, c'est cette approche intégrée parce qu'il n'y a pas que payer les impôts, mais il y a la retraite, il n'y a pas que l'assurance. Enfin, donc, c'est tout ça qu'on met ensemble. Et je terminerai pour dire que la chose qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que l'État doit comprendre que tant qu'il n'aura pas de transparence, tant qu'il n'y aura pas la confiance, il sera difficile d'avoir, comme on dit, ce passage de l'informalité à la formalité. Pourquoi? Parce que, et peut-être la déformation, les entrepreneurs en général font un choix rationnel quant à l'opportunité de se formaliser ou non. Et comme elle a dit, c'est vrai, elle dit qu'elle est bamileke, c'est vrai que c'est pour dire qu'elle est de tradition commerciale, entrepreneur, mais même au-delà des bamileke, c'est un choix rationnel qui est fait. Ça veut dire la personne regarde quels sont les avantages que j'ai à me formaliser par rapport à ce que je paye si je me formalise. Voilà, donc pour que tout ça puisse prendre, il faut que donc l'État gagne comment on dit quoi, en transparence. Ça, c'est vraiment important, que l'État gagne en transparence, parce que c'est une des causes d'informalité. Et il faut que des acteurs, des influenceurs comme mon collègue M. Angama, acceptent de manier les deux. Parce que pour certains, ils sont vraiment dans la possibilité de pouvoir se formaliser, mais ils jouent. Donc, ceux-là, par exemple, il faut la conformité. Voilà. On vient, et quand on les redresse, ce qu'ils payent dans le redressement les amène souvent à changer. Je dis, je préfère être dans la formalité parce que j'ai accompagné d'entreprises comme ça, où à un moment donné, elle passait tout son temps, chaque fois qu'il y avait les impôts, à vouloir négocier. Puis un jour, je lui ai dit, bon, on fait l'exercice de raisonnement. Voilà. Si vous vous formalisez, voici ce que vous payez. Si vous ne vous formalisez pas, voici toujours ce que vous payez en réalité, parce que chaque fois, c'est toujours un autre groupe qui revient prendre un peu les impôts, tout ça. Et quand l'entreprise a compris qu'elle gagnait plus à être formelle qu'à être informelle, elle s'est formalisée. Et le chef d'entreprise m'a dit, il n'y a pas trop longtemps, maintenant, même si je suis au nord, qu'on me dit qu'il y a un redressement, il faut bien faire qu'il y ait un contrôle, je n'ai pas peur parce que tout est en règle. Donc, par exemple, ceux-là, c'est la conformité qui peut être leur solution. Donc, c'est au cas par cas. Voilà. Donc, si j'ai répondu, c'est au cas par cas, et bien c'est une approche intégrée. Il n'y a pas de priorisation parce que c'est en fonction des cas. Voilà. D'accord, je comprends. Mais vous voyez que le temps passe vite. Hein. On est déjà à peine 20 minutes de la fin de nos interventions. Donc, je vais peut-être donner la parole à chacun pour essayer de donner son mot de la fin, comme on est nombreux. Hein? Je vais commencer par Madame Dassi. Là, je commence par les dames. On est très élégants, nous. Non, merci. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, c'était déjà un moment très agréable. J'ai appris 2-3 choses là. Donc, je vais essayer de changer. Je vais changer certaines choses là, dès que je pars de cette table. Donc, moi, ce que je dirais, c'est pour permettre d'activer le processus de formalisation, que ce soit des entreprises privées, publiques, en fait, des entreprises privées de haut niveau, les petites, les moyennes, les très petites, et des individuels qui évoluent dans l'informel. Je pense qu'il y a un travail d'équipe, il y a un travail conjoint qui doit être fait entre les différents leaders, les entreprises qu'on veut formaliser, les personnes qui travaillent dans l'informel, leur montrer vraiment quel serait pour eux l'avantage de sortir de l'informel pour le formel, pourquoi est-ce que ce serait bien pour la nation.
et surtout développer cet esprit de nationalisme-là, parce que ce nationalisme-là permet parfois, il y a des choses qu'on fait, même si on n'y gagne pas grand-chose tout de suite, mais parce qu'on est un patriote, on s'engage à le faire. On se dit, ben voilà, on le fait, parce que si on le fait, la nation se porte mieux. Mais seulement, les institutions doivent aussi, de leur côté, surtout, faire gaffe de ne pas décevoir les populations, les personnes qui viennent, toutes les parties prenantes qui viennent vers elles pour pouvoir faire cette formalisation-là. Parce que s'il n'y a pas de confiance, si la confiance elle est brisée, il faut pouvoir la rétablir. Et ça prend beaucoup de temps. Et en dehors de cette confiance qui doit être établie, parce que dès qu'elle est établie, je vous assure, tout le monde va courir à la formalisation. Parce que quand l'État dit on fait, c'est mon gouvernement, je suis patriote, pour que ça marche, je le fais. Point final. On ne doit plus mettre mon pays dernier pour telle chose, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas derniers. Donc, je produis mon cacao, je dois déclarer ce que j'ai produit, je ne dois pas aller le tourner là derrière. Je vends des chocolats au Nigeria et je ne dis pas que j'ai produit le cacao et après on dit le Cameroun ne produit rien. Pourtant, le Cameroun produit des choses. Donc, je vais le faire parce que ça permet à mon pays d'avoir un certain statut même honorable sur la place internationale. Mais les institutions doivent faire attention. Il faut faire gaffe. Il faut prendre soin de ces populations-là. Il faut prendre soin, il faut réintégrer cette question de confiance parce que c'est juste ça. Hein? Puisque tout ce qu'on fait, nous sommes l'État en fait. Mais ceux qui sont à la tête doivent faire renaître cette confiance-là dans le cœur des différents patriotes. Pour ma part, à ce niveau-ci, c'est le travail et c'est le plus gros qu'il y a à faire. Lorsqu'il sera fait, je pense que les autres choses, petit à petit, vont venir d'elles-mêmes au gré de nos moyens, au gré de nos capacités financières et humaines. Merci. Ça, c'est bien dit. Je vous remercie en tout cas, Madame Dassi. Madame Tati, je vais vous laisser la parole. Oui, merci. En tout cas, ça a été très riche et chacun parlant par rapport à la manière dont tu vis la chose au quotidien. Juste préciser que tout ce que je fais dans le cadre de l'accompagnement, que ce soit des sociétés le monde informel ou le monde formel, c'est en parallèle de mon activité principale parce que je suis une salariée. Ceci dit, il y a un volet qu'on n'a pas abordé et j'ai évité de l'aborder pendant mes interventions. C'était pour qu'on puisse vraiment laisser du temps pour échanger sur les points qui étaient déjà mis sur la table. Mais pour revenir, ma position, c'est que identifier, on peut identifier. Identifier, on peut identifier. Parce que quand vous, à chaque fois, on dit on fait du copier-coller, je ne sais pas si on fait vraiment du copier-coller, parce que ça repose sur notre organisation. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais au Congo, on a le Congo, les régions ou les départements, les arrondissements, les quartiers. Et à l'intérieur des quartiers, il y a les zones. Alors, il y a des chefs de zone, il y a des chefs de bloc. Donc, c'est vraiment hiérarchisé quand on veut toucher. La pyramide, elle est là, elle existe. Et au niveau de l'intérieur, on a les départements, les districts, les villages. Il y a les chefs de village. Quand il y a des activités, ces chefs de village-là, on les fait venir. Les chefs des quartiers, ils viennent, ils ont une rémunération. Donc, on peut passer par eux. C'est une des mesures que je donne, que l'identification, hein. Pour qu'on puisse identifier. Lorsque nous faisons le plaidoyer, moi, c'est beaucoup plus le plaidoyer que je fais. Ça ne donne pas tout de suite. Ça ne donne pas tout de suite, mais ça aboutit 4 ans, 5 ans après. Parfois parce qu'on n'a pas la bonne personne. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, je ne dirais pas les fonctions, ce n'est pas parce qu'on a une posture élevée que forcément on comprend des choses. Moi, il y a une personne que j'ai approchée en parlant du secteur informel, mais ils sont dans l'informel, ils n'existent pas. Voilà. Mais il y a ceux qui ont l'oreille. C'est suite à mon plaidoyer que le ministère des petites et moyennes entreprises, qui à l'époque, ça a été à l'artisanat, on a associé le secteur informel. Et comme on a associé ça, il y a maintenant une direction générale
de l'informel. C'est un grand plaidoyer que je fais et que je n'ai pas fini. L'OHADA a créé le statut de l'entrepreneur pour tous ceux qui œuvrent dans le formel, dans l'informel, et j'ai beaucoup bataillé. La loi de finances 2020 a reconnu ce statut, et là, on est en train de créer les textes d'application pour ce statut. Vous voyez, si j'ai commencé à œuvrer, je vais vous dire, depuis 2013, au niveau institutionnel, au niveau institutionnel, depuis 2013, mais la loi, elle sort en 2020. Vous voyez que, et il y a des gens, puisque ce que je fais, c'est dans mon entourage. Je vous croise, le taxi que je prends, j'aborde, et petit à petit, les gens se formalisent. Or, rien que ce statut d'entrepreneur, c'est gratuit. C'est juste aller déclarer l'activité, c'est tout, au niveau du tribunal de commerce là-bas. Et ça permet déjà d'avoir des statistiques. Ça, c'était le volet statistique. Maintenant, l'autre volet, c'est les mesures. Et ça, c'était ce qui était dans mon intervention. Il y a les mesures institutionnelles, donc le cadre. Et au Congo, comme il y a maintenant un ministère dédié, il y a une direction dédiée, en ce moment, ils sont en train de mettre en place le cadre. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de choses qui sont en train d'être menées. Déjà, ils ont fait la cartographie pour revenir sur les statistiques. C'est un pas. Je ne suis pas satisfaite, mais il y a déjà quelque chose de fait. Ils ont fait la cartographie des entreprises du secteur formel. Et là, elle est bien exhaustive parce qu'ils n'ont choisi que ceux qui ont une structure physique, un conteneur, un bâtiment, voilà. Donc, ceux qui sont dans les marchés, les autres activités là, ça n'a pas. Petit à petit. Et là, dans le cadre donc de cette intervention, je suis repartie pour voir si les choses avaient évolué. Ils sont dans le projet de l'élaboration de l'annuaire statistique du secteur informel. Donc, il y a ça va, des mesures. Donc, le cadre, j'ai beaucoup lutté pour qu'il y ait un cadre, un dispositif. Là, il est en cours. Mais après, l'accompagnement, il faut accompagner avant. C'est-à-dire, là, nous ne parlons que de ceux qui sont déjà dans le secteur informel. Mais il faut éviter que les autres viennent tomber dans le secteur informel. Ceux qui sont à l'école en ce moment, ils ne doivent pas tomber dans le secteur informel. Pour éviter cela. Voilà. Et ceux que nous accompagnons, que nous arrivons à sortir, que nous emmenons dans le formel, il faut qu'ils y restent. Il faut continuer l'accompagnement. Donc, il y a les mesures, côté mesures institutionnelles, le dispositif, il est en train de se faire. Je dois continuer à œuvrer pour les mesures incitatives, mais il y a les mesures coercitives aussi, je pense que je ne vais pas du tout en évoquer. On doit contraindre, c'est-à-dire, dès lors qu'on a donné le statut, tu ne payes rien, mais la mesure coercitive, c'est quoi? Pour obliger chaque personne d'aller déclarer, tu ne peux pas vendre ton sachet de bissap ou de yaourt, là, même devant ta porte, si tu n'as pas ça. On ne te demande pas de l'argent, on te demande seulement d'avoir ça. C'est tout. Voilà, donc, quand on passe, on voit qu'il y a des gens qui rentrent chez toi pour aller acheter des jus, pour aller acheter des yaourts. On va te demander le papier. Tu n'as pas, tu dois arrêter. Vous voyez, ça lui coûte que de se déplacer, d'aller au tribunal de commerce, déclarer son activité. Moi, je fais les yaourts. Moi, je suis coordonnée, c'est tout. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, Madame Tati. En tout cas, merci de cet éclairage. C'est vraiment édifiant et je vois que ça vous t'aide à cœur parce que vous faites bouger les choses au Congo. Ben, on reviendra là-dessus un autre jour, j'espère. Docteur Mikou, votre mot de la fin? Merci beaucoup. D'abord, un grand merci parce que j'ai été sollicité pour participer et je me suis beaucoup enrichi de chacune de vos interventions. La CGCI, en fait, c'est la structure qui m'emploie, c'est l'organisation patronale la plus représentative de la Côte d'Ivoire. Prône cette approche qui est une approche, comment on dit, structurée par l'expérience de plusieurs pays et regroupée à travers
une recommandation qu'on appelle la recommandation 204 du BIT. Donc, nous, c'est vraiment l'approche intégrée. Tous les points évoqués par les uns et les autres, le statut de l'entrepreneur, le fait de travailler avec les structures, par exemple, l'État, à un moment donné, il y avait un ministère, mais je s'occupais même du secteur informel, l'Agence emploi jeunes, Côte d'Ivoire PME, enfin, toutes ces structures, travaillent avec, comme on dit, l'appui du BIT qui fournit cet encadrement. Et tout ce qui a été dit se retrouve. Donc, moi, dans mon mot de la fin, c'est vraiment de recommander à tous ceux qui nous ont suivis de consulter la recommandation 204 vraiment, du BIT qui regroupe tous ces éléments. Également, au niveau communautaire, c'est vraiment de rechercher le statut de l'entrepreneur et de voir toute sa richesse. Et de comprendre qu'en réalité, cette approche intégrée, elle consiste à faciliter l'enregistrement et la mise en conformité, à rendre la formalisation plus attrayante, parce qu'il faut des incitations pour que c'est la carotte. Il faut aussi rendre la formalisation aussi réalisable, c'est-à-dire qu'il faut soutenir certaines structures. Sans le soutien, ne pourront pas. Et puis finalement, il faut rendre l'informalité moins attrayante. Et là, j'ai fait un clin d'œil à mon ami Angama, parce que là, à ce moment, l'informalité devenant moins attrayante, c'est-à-dire que là, on coince un peu ceux que, quand on les identifie, on peut les aider à sortir en appliquant la loi et en les soutenant pour pouvoir accroître la conformité. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas, Dr Mikou. Merci pour votre participation. C'était vraiment très, très, très fructif. Monsieur Angama, Monsieur Pierre Angama, l'Allemand va nous dire son mot de la fin. Ouais, c'est vrai que le fait de m'appeler justement l'Allemand, on sait tous ce que c'est que... Non, parce que toi, t'as pas de carottes dans le bâton. c'est que le Made in Germany. Mais au fait, ce que je dirais pour la fin, justement, c'est que je salue vraiment cette initiative ou alors cette rencontre parce que ça fait justement partie aussi des événements que nous organisons justement dans les pays parce que quand nous allons, nous faisons des campagnes de sensibilisation justement dans les écoles ou alors nous participons à des événements entrepreneuriaux. Et c'est pour cela que j'ai répondu très vite présent à l'invitation de Madame Bamba parce que c'est un thème, c'est déjà bien parce que je trouve vraiment bien que nous entreprenons, quoi, qu'on ait tous ces commerces. Parce que si vous regardez l'économie allemande, je vous le dis, pour ceux peut-être, c'est ces PME-là, ce sont vraiment peut-être cette vendeuse d'haricots, peut-être même qu'elle ne se prend pas, mais c'est une entreprise, une vendeuse de beignets haricots, par exemple, quoi. Ou bien une maman qui vend les haricots, c'est une entreprise. Et je crois que c'est justement ce travail-là que nous avons, qui nous incombe à travers justement toutes les personnes qui sont ici. Et j'aimerais vraiment souligner que c'est un problème, en fait, c'est plus un problème, mais c'est une question de développement communautaire. Parce que créer déjà une entreprise, ça veut dire tu penses à résoudre un problème, tu penses à apporter ta contribution pour le développement d'une communauté et savoir aussi que le fait de normaliser ou alors de se conformer déjà, ça veut dire qu'on a une vision plus grande. Parce que rester toujours dans l'informel, bon, c'est jongler aujourd'hui, tu vas payer derrière et puis ceci, cela. Mais si on regarde un peu nos personnes, nos milliardaires en Afrique, ils ne sont pas dans l'informel. Peut-être qu'ils ont commencé, parce que c'est ça que je dis, c'est déjà bien même de commencer, de créer, de faire une activité dans l'informel. Oui, mais après, il faut upgrade, il faut passer à l'étape suivante. Parce qu'au départ, peut-être, on peut ne pas avoir les moyens pour se lancer, mais dès qu'on a déjà atteint peut-être une certaine notoriété, parce qu'il y a vraiment tous ces avantages. Et vraiment, merci, Madame Tati, pour ce que vous faites au Congo. Et ce n'est que comme ça que toutes les choses vont se développer, parce que même les autres, c'est ainsi. Et il y a beaucoup aussi de choses que nous devons faire justement pour vraiment pour encourager les gens à créer, à se normaliser. Et ça incombe à tous, la chambre de commerce, les groupements patronaux, tout ça, parce que les entreprises qui se normalisent, ce sont des prochains adhérents. Quoi. Donc,
Le travail, c'est un travail communautaire, ça nous incombe tous et ce n'est que l'entrepreneuriat qui peut développer justement aussi notre continent et nous avons vraiment les ressources pour ça. Ouais. Donc, merci encore beaucoup, pour en tout cas, M. Angama. C'est clair. Merci pour votre intervention. C'est vrai que pour se rapprocher du niveau des pays développés en matière de formalisation dans le travail, nous avons beaucoup de boulot, beaucoup de travail, hein. Raison pour laquelle on doit aller étape par étape. On a vu ce que Mme Tati a commencé au Congo, ça se fait ailleurs. Voilà, donc étape par étape, ça nécessite certainement beaucoup de moyens, ça nécessite beaucoup de mobilisation et puis il faut qu'on soit tous mobilisés en tout cas pour, et on espère qu'un jour on pourra dire enfin l'informel à 5% dans nos économies et peut-être que ça nous grandira davantage. On ne peut pas finir cette rencontre sans dire merci en tout cas à Adi Kabamba du cabinet We Walk To qui vraiment nous a réunis pour parler de ce sujet ô combien important pour nous tous d'ailleurs, parce que ça s'est senti au fur et à mesure du débat, tout le monde était vraiment impliqué. Et puis vraiment merci aussi à nos partenaires AfroSkill qui ont fait tout le nécessaire pour que en tout cas cette rencontre puisse avoir lieu et nous espérons en tout cas nous retrouver pour d'autres sujets aussi importants. Sinon, pourquoi pas donner les évolutions qu'il y a eu dans celui-là. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde. Ok, merci beaucoup et au revoir tout le monde.